Ma femme a laissé ses parents m'humilier à notre mariage, alors je suis parti et je suis plus heureux que jamais d'être divorcé. Je suis terriblement confus et dans une situation pathétique. Moi, 33 ans, homme, j'ai quitté mon mariage il y a 3 jours et je n'ai plus eu de nouvelles de ma femme, Jazz, 29 ans, femme, depuis. Tout s'est joué sur le comportement de mes beaux-parents, Andy et Suzanne. Lors de la cérémonie, ils ont traité mes parents et moi comme des moins que rien. Ce n'était pas la première fois qu'ils me poussaient à bout, mais c'était définitivement la dernière, surtout puisque ma femme a pris leur parti. Elle avait généralement été de mon côté, et c'était la première fois qu'elle ne l'était pas, mais son absence et son manque d'intérêt à reprendre contact avec moi m'ont suffi comme réponse. Les parents de Jazz n'ont jamais pensé que j'étais assez bien pour leur fille sur le plan financier. Quand ils ont appris que je travaillais comme animateur, ils ont commencé à me traiter comme si j'étais inférieur à eux. Selon eux, Jazz aurait dû épouser un homme avec un vrai travail, comme ses sœurs l'avaient fait. L'aîné est marié à un homme d'affaires dans l'immobilier et l'autre à un ingénieur, ce qu'ils considèrent comme des carrières convenables et respectables. Je ne vois pas de problème à ce qu'ils aient eu de grandes attentes pour Jazz, tout parent voudrait cela pour son enfant. Mais avoir des attentes est une chose, humilier les autres pour leur profession simplement parce qu'elle n'est pas conventionnelle en est une autre. Sa mère a même essayé plusieurs fois de me convaincre de changer de carrière, mais je suis resté ferme, et elle m'a traité d'imbécile têtu. Je n'ai même pas pris la peine d'expliquer à quel point mon travail pouvait être complexe et rentable après avoir vu à quel point ils étaient étroits d'esprit. Pour eux, l'animation n'était qu'un passe-temps puéril pour des gens qui ne voulaient pas grandir et faire quelque chose de significatif de leur vie. Son père l'a décrit comme un hobby d'enfant. La première fois que je suis allé chez eux, c'était pour le 55e anniversaire de sa mère. Je ne m'étais jamais senti aussi déplacé de ma vie. Au dîner, tout le monde disait quelques mots sur Suzanne. Quand ce fut mon tour, j'étais nerveux puisque c'était la première fois que je la rencontrais, et je ne me sentais pas vraiment à l'aise pour dire quelque chose de très personnel. J'ai quand même dit quelques mots gentils, mais assez génériques. Elle n'a pas aimé. Elle a juste commencé à parler à quelqu'un d'autre alors que je n'avais même pas fini ma phrase. Elle ne m'a pas remercié, ne m'a pas regardé, rien. Elle a agi comme si je n'existais pas. Les beaux-frères de Jazz étaient gentils et m'ont traité comme un ami, mais ses parents m'ont ignoré, ce qui était vraiment humiliant. J'en ai parlé à Jazz ensuite, et elle a reconnu que ses parents avaient été cruels avec moi. Elle m'a assuré qu'avec le temps, ils finiraient par s'habituer à moi, qu'ils avaient juste besoin de mieux me connaître. J'ai compris que des parents d'une autre génération ne comprennent souvent pas les carrières modernes, alors j'ai laissé passer. À partir de ce moment-là, je suis resté éloigné d'eux. J'ai été clair avec Jazz, ses parents ne m'aimaient pas, et je n'allais pas me forcer à les impressionner. Je serais cordial dans les situations inévitables, rien de plus. L'une de ces occasions était nos fiançailles. Eh bien, Jazz les a appelés pour les inviter et ils ont fait tout un drame parce qu'ils n'avaient été prévenus qu'une semaine à l'avance. Ils voulaient être impliqués dans les préparatifs. Son père a dit « Comment oses-tu penser que Dan et Mike, les 2 autres gendres, pourront venir? Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'ils lâchent tout, eux, ils ont de vrais emplois. » Jazz a expliqué que ce serait juste une petite réunion avec nos parents et quelques amis proches. Mais ils voulaient une grande fête et inviter toute leur famille élargie, y compris les sœurs de Jazz avec leurs maris, ainsi que des tantes et des oncles. La liste était interminable. En gros, ils voulaient ajouter environ 15 personnes de plus de leur côté. Sa mère a dit « Si vous n'avez pas d'argent pour une grande fête, nous pouvons la financer. » Jazz a refusé, disant que ce n'était pas une question d'argent, nous voulions simplement une cérémonie privée. Suzanne a insisté pour que, au minimum, les sœurs de Jazz et leur mari soient présents, qu'ajouter 4 personnes de plus ne changerait rien. J'ai dit que ce n'était pas une question de nombre, mais d'équité. Je n'invitais pas mes frères et sœurs, donc elle ne devrait pas non plus inviter les siens. Je suis aussi proche de mes frères et sœurs qu'elle l'est des siens. Puisque nous n'avons pas cédé, ses parents ne sont pas venus. Jazz m'a dit que leur excuse était qu'ils étaient occupés avec des projets déjà prévus, impossibles à annuler à cause de l'invitation tardive. Je me suis demandé ce qui pouvait bien être plus important que les fiançailles de leur fille. Au minimum, si vous allez mentir, inventez au moins quelque chose de crédible. La vérité est sortie des mois plus tard, aux funérailles de la grand-mère de Jazz. Dan et Mike m'ont félicité pour les fiançailles, et ses parents m'ont lancé un « félicitations » à moitié sincère. Par politesse, j'ai dit « Dommage que vous n'ayez pas pu venir ». À quoi son père a répondu « Oh, nous avions mieux à faire de notre temps ». J'ai immédiatement demandé « Et qu'est-ce qui était si important ?» Il est resté silencieux un moment, puis a dit « Rien, on a bu de la bière fraîche et regardé du football ». La mère de Jazz est vite intervenue avec une excuse disant qu'elle devait aller saluer d'autres personnes. J'en ai parlé à Jazz, et elle a admis qu'elle savait que ses parents avaient volontairement manqué nos fiançailles, et que leur excuse n'était qu'un prétexte. Son père n'allait pas manquer le football du dimanche pour nos fiançailles, simplement parce que nous avions envoyé une invitation tardive. Je sais que beaucoup diront que j'aurais dû mettre fin à tout à ce moment-là. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était que 2 incidents en 4 ans. À part ses parents, Jazz était une personne incroyable. Nous nous disputions rarement, elle n'était pas exigeante, elle était la personne la plus aimante et la plus confiante que j'ai jamais rencontrée.
Mais les choses ont changé pendant la préparation du mariage. J'avais dit à Jazz que je voulais un petit mariage avec peu d'invités, mais elle insistait pour en faire un grand avec ses tantes, oncles, sœurs et leurs maris. Elle disait que puisque nous avions déjà eu des fiançailles intimes, cette cérémonie devait être un peu plus grande. D'une manière ou d'une autre, elle a réussi à me convaincre, parce qu'après tout le monde veut que ses frères et sœurs soient présents lors de ce grand jour. J'ai donc invité les miens aussi. Elle a également proposé de couvrir 70% des frais du repas puisqu'elle avait plus d'invités. Cela semblait être un accord équitable. Le reste des préparatifs s'est bien passé, mais je craignais ce qui pouvait arriver le jour du mariage. Et laissez-moi vous dire que certaines de mes pires craintes se sont réalisées ce jour-là. J'ai présenté ses parents aux miens, et l'atmosphère était glaciale. Andy et Suzanne ont à peine souri. Mais lorsqu'ils ont découvert que mes parents étaient enseignants, que mon frère travaillait dans l'aérospatiale et que ma sœur était aussi enseignante, soudain ils se sont réchauffés et ont dit « Comment se fait-il que celui-ci soit le vilain petit canard ?» Mes parents ont répondu fermement qu'ils avaient élevé des enfants indépendants, capables de faire leurs propres choix, et qu'ils ne se mêlaient pas de nos vies. Cela aurait dû être une gifle directe pour Andy et Suzanne, mais ils étaient sans vergogne. Andy a commencé à dire à tout le monde que si je voulais un petit mariage, c'était parce que je ne pouvais pas me permettre un grand. Ces mots exacts, je lui ai dit que j'ai une grande famille et qu'ils devaient tous être présents. Ils devraient prendre un prêt, s'endetter, faire ce qu'il faut pour voir les choses en grand. Au final, c'est sa faute d'avoir choisi un passe-temps comme profession au lieu d'un vrai métier d'homme. Ça fait mal, non? Attendez, il y a pire. Mon frère l'a entendu dire, je lui ai dit que je ne le dépannerais qu'en cas d'extrême urgence, je le ferai uniquement pour ma fille. Suzanne n'était pas en reste avec son venin déguisé en courtoisie. Elle a dit, prends bien soin de ma fille. Tu as eu un package complet, ma précieuse fille, toutes les belles choses qui vont avec, et surtout, nous, qui seront toujours là pour elle. Je sais que je ne suis pas aussi riche que ses autres gendres, mais je suis parfaitement capable de subvenir aux besoins d'une famille par moi-même, ma famille immédiate, c'est-à-dire ma femme. Je n'ai pas l'intention de nourrir des parasites comme mes beaux-parents si c'est ce qu'ils sous-entendent. Alors que je digérais encore tout cela, Andy s'est levé pour faire un discours sur le fait que lui et sa femme feraient de leur mieux pour accepter l'amour que leur fille me portait, même si j'étais très loin de leurs attentes. Il a ri et a essayé de faire de l'humour. Sauf qu'il n'était pas drôle. Personne, à part lui et Suzanne, n'a trouvé ça amusant. Il a aussi parlé de s'assurer que mes enfants reçoivent une bonne éducation et ne finissent pas comme moi. Ma mère est partie après ça, et mon père affichait un air peiné, bien qu'il ait forcé un léger sourire pour le cacher. Quand j'ai regardé Jazz, elle était complètement calme. J'ai essayé de me lever, mais elle m'a arrêté, me disant de garder mon calme, que c'était notre mariage. C'est alors que Suzanne a ajouté qu'elle espérait que mes enfants seraient des personnes respectables et ambitieuses, et c'est là que j'ai craqué. Elle se moquait de moi, à mon propre mariage, après que j'ai accepté d'épouser sa fille et de faire partie de sa famille. Je n'en pouvais plus. J'ai pris le micro pour dire quelques mots. Je les ai remerciés pour leur discours avant de présenter ma famille, en rappelant à tout le monde que Suzanne était femme au foyer et n'avait jamais gagné son propre argent, tandis qu'Andy tenait une entreprise de photocopie qui avait fermé après que ses deux filles eurent épousé des hommes riches. Mes paroles étaient assez claires pour que tout le monde comprenne. Jazz a essayé de m'arrêter, mais je me suis dégagé, j'ai serré le micro fermement et j'ai descendu l'allée. J'ai dit, je comprends l'importance du respect de soi et combien il est honteux de vivre au crochet des autres. Je suis sûr qu'Andy et Suzanne peuvent comprendre cela, car malheureusement, ils dépendent de leur fille. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous assurer que je travaille assez dur pour subvenir aux besoins de ma famille, et très bien d'ailleurs. Et n'hésitez pas à me dire quel est mon tarif. Je sais que, comme les autres gendres, je devrais payer une taxe pour avoir épousé leur fille. Ne vous inquiétez pas, je peux assumer. Je les voyais bouillir de rage. Jasmine criait que je devais m'arrêter. Elle a commencé à m'insulter quand mon père a essayé de la calmer. Elle a hurlé qu'il devait se mêler de ses affaires. C'en était trop pour moi. Elle n'avait pas dit un mot quand mes parents et moi avions été humiliés, mais quand ses parents ont goûté à leur propre médecine, elle a explosé. Je n'ai pas une seule fois élevé la voix contre ses parents, bien qu'il l'ait largement mérité. J'ai lâché le micro, desserré ma cravate et je suis parti. Ma mère était dehors. Je l'ai serrée dans mes bras une minute et je lui ai dit que je partais. J'allais préserver ma dignité, peu importe le prix. Je suis rentré à l'appartement, m'attendant à ce que Jazz me rejoigne. Quand elle ne l'a pas fait, même pas cette nuit-là, j'ai pensé qu'elle était peut-être furieuse ou que sa famille l'avait emmenée. Mais aujourd'hui, c'est le 3e jour, et toujours aucun signe d'elle, pas un seul appel, pas un message. Je ne sais pas à quel point les catastrophes de mariage sont courantes, mais ce n'est certainement pas une bonne façon de commencer un mariage. Jazz est probablement chez ses parents, et ce sont les dernières personnes que j'ai envie de voir en ce moment. Mes parents m'ont appelé hier, me félicitant d'avoir défendu mon honneur. Ils étaient aussi inquiets pour mon mariage. Ils m'ont dit que si je faisais confiance à Jazz, je devrais la contacter et la soutenir, mais aussi veiller à couper les ponts avec sa famille, surtout ses parents, si je voulais une vie paisible. Je leur ai dit que je l'aimais et que je lui faisais entièrement confiance, et que j'aurais certainement essayé d'être à ses côtés,
mais que maintenant je n'en voyais plus l'intérêt. Je la connais depuis des années, et si elle m'ignore volontairement, cela signifie soit qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec moi, soit qu'elle me punit. Dans les deux cas, c'est clair. Si c'est ainsi qu'un mariage qui vient à peine de commencer doit se passer, alors soit. Qu'en pensez-vous? Devrais-je écouter mes parents et essayer de la contacter une dernière fois, ou devrais-je commencer à prendre des mesures pour mettre fin à cette relation une bonne fois pour toutes? Mise à jour 1. J'ai décidé de mettre fin à mon mariage. C'était inévitable et sans aucun doute douloureux. Elle était la première femme avec qui j'avais vraiment pensé passer le reste de ma vie. Elle est restée à mes côtés quand j'ai décidé de quitter mon poste de cadre financier pour me lancer dans l'animation, dépensant toutes mes économies pour acheter le meilleur matériel de travail. Elle a pris soin de moi quand j'étais fauché, même si je ne le voulais pas. J'ai fait de gros efforts pour ignorer les remarques horribles de ses parents à cause de tout ce que nous avions traversé ensemble. Mais son éclat de colère lors du mariage et la façon dont elle m'a ignoré ensuite m'ont brisé. Clairement, elle ne me valorisait pas et ne ressentait pas le besoin de régler quoi que ce soit, et j'étais fatigué d'attendre. Elle m'ignorait comme si nous n'étions même pas mariés. Il n'était pas question pour moi de la supplier de revenir. Si elle ne voulait pas arranger les choses, cela me convenait. J'ai consulté mon avocat car je n'étais pas sûr de la procédure. Certains amis m'ont dit que je pourrais demander une annulation puisque nous n'avions pas vécu ensemble après le mariage. Mais il s'est avéré que notre situation ne remplissait pas les conditions pour ça. J'ai donc dû entamer une procédure de divorce classique. Il a fallu un mois à l'avocat pour lui envoyer les papiers. Je m'attendais à une réaction de sa part après ça, et je l'ai eue. Au lieu de Jazz, ce sont ses parents qui se sont présentés chez moi pour récupérer ses affaires. Ils avaient l'air plus heureux que jamais. Je leur ai dit, je vais vous épargner la peine. Ces affaires sont déjà en garde-meuble. Allez les chercher. Ils les ont prises et sont partis sans dire un mot. J'imagine qu'ils avaient retenu la leçon au mariage, qu'ils ne pouvaient pas s'en sortir en me marchant dessus. Peu après, Jazz a signé les papiers et le processus a commencé. Comme c'est mutuel et que nous n'avons pratiquement aucun bien commun, juste quelques économies sur un compte joint ouvert un an avant le mariage, je m'attends à ce que ce soit rapide. La partie intéressante de la mise à jour, c'est Mike, le beau-frère de Jazz. C'est l'ingénieur marié à sa sœur cadette, Anna. Il m'a contacté pour me remercier. Apparemment, le drame de mon mariage lui a été bénéfique. Il a découvert avec stupeur qu'Andy et Suzanne vivaient de l'argent que leur fille leur donnait. Il ignorait totalement que sa femme retirait 1000 $ chaque mois de leur compte commun pour le donner à ses parents. Anna avait accès au compte. Le gars se tuait au travail, 10 heures par jour, pour offrir une belle vie à sa famille. Il faisait confiance à sa femme pour gérer les finances, et elle siphonnait de l'argent pour ses parents narcissiques derrière son dos. Après mon discours au mariage, il a demandé à Anna s'il y avait du vrai dans ce que j'avais dit. Elle a répondu que j'étais juste méchant et que ce n'était pas vrai. Puis il a vérifié son compte et découvert la vérité. Quand il l'a confrontée à ces transactions, elle a d'abord tenté de les minimiser en parlant de dépenses aléatoires. Mais il a insisté, et elle a fini par avouer en larmes que c'était un prêt, et que ses parents avaient promis de le rembourser. Elle a dit qu'Andy avait dû fermer son magasin pendant le Covid et qu'il n'avait pas pu s'en remettre, alors elle l'aidait, pour l'instant. Il lui a répondu, on ne fait pas un prêt mensuel, et quel est le plan d'Andy pour rembourser? Va-t-il monter un business ou trouver un travail? Comment compte-t-il subvenir à ses besoins? Elle n'a pas su quoi répondre. Il y a mis fin en se faisant titulaire principal du compte commun, en bloquant sa carte, et en la menaçant de graves conséquences si elle dépensait encore un centime pour eux dans son dos. Après avoir décompressé, j'ai ri et je lui ai dit qu'au moins quelqu'un avait tiré profit du désastre qu'avait été mon mariage, et nous avons ri tous les deux. Il m'a dit qu'il n'avait jamais soupçonné ses beaux-parents d'être si cruels envers moi, parce qu'ils avaient toujours été adorables avec lui. Et bien sûr qu'il l'était, il gagne beaucoup. Il m'a suggéré de prévenir Adam, le mari de l'aîné de Jazz, qui n'avait pas pu venir au mariage à cause du travail, au cas où lui aussi ne saurait rien. J'ai poliment refusé de m'impliquer dans les affaires de cette famille. Je lui ai dit que j'étais sorti de là et que je ne voulais plus me replonger dans ce bourbier. Mais je lui ai dit qu'il pouvait le faire, puisqu'il faisait toujours partie de la famille. C'est donc Mike qui lui en a parlé, et lui a demandé s'il était au courant. Dan a répondu que sa femme lui avait dit qu'Andy et Suzanne avaient besoin d'aide financière dès le début de leur mariage, et que cela ne le dérangeait pas. Il gagne suffisamment, et donner environ 1000 $ ne l'affectait pas. Elle s'était mariée avant le Covid, donc la fermeture du magasin d'Andy n'avait rien à voir avec leur situation. Ils avaient toujours compté sur les allocations de leur fille. Mike m'écrit de temps en temps. Je ne dirais pas que nous sommes amis, mais il a l'air d'un bon gars. La semaine dernière, il m'a rappelé et m'a dit que son mariage était en crise, parce que Anna se plaignait de ne plus pouvoir aider ses parents. Il dit qu'il est indulgent avec elle parce qu'ils attendent un enfant. Je remercie ma bonne étoile d'avoir échappé à cette folie avant qu'il ne soit trop tard. Le divorce sera bientôt finalisé, et je serai officiellement un homme libre. Mise à jour 2. Si nous étions encore mariés, aujourd'hui aurait été notre premier anniversaire. Et même maintenant, l'attitude de Jazz vis-à-vis du divorce continue de me surprendre chaque fois que j'y pense. Elle m'a complètement ghosté. Mike m'a dit qu'elle allait bien, ce qui m'a aidé à tourner la page beaucoup plus vite que je ne l'aurais cru. Le divorce est maintenant finalisé,
et j'ai passé les 10 ou 11 derniers mois à travailler plus dur que jamais. Sans autres obligations, je me suis consacré à 100% à ça, et quand on se concentre sur un seul objectif au lieu de plusieurs, les choses tournent généralement plutôt bien. Mais à cause des préparatifs du mariage, je n'avais pas pu y consacrer 100% à l'époque. Aujourd'hui, je dirais même que c'est plus que ça, c'est 110%. Quand tout s'est terminé, j'ai eu l'impression de n'avoir plus rien à perdre. Jazz voulait aller à Hawaï pour notre lune de miel, et j'avais économisé pour réaliser ce rêve. Après le désastre du mariage, j'ai pris cet argent et j'ai encore amélioré mon matériel afin d'élever la qualité de mes spectacles et pouvoir facturer plus cher. Non seulement ça, mais je me suis aussi développé. J'ai désormais assez de matériel pour proposer différents types de spectacles, j'ai créé des cours en ligne payants, j'ai élargi mes compétences, et aujourd'hui cela me génère un revenu stable. Ça prend tout mon temps, oui, mais ça en vaut largement la peine. Je pense pouvoir continuer ainsi un moment, développer suffisamment pour faire une vraie différence financière, puis peut-être prendre ma retraite. Mike et moi sommes restés en contact tout ce temps, nous sortons même ensemble parfois. Il s'avère qu'il envisage sérieusement de se séparer, car il ne peut plus faire confiance à sa femme. Ces derniers mois, elle a recommencé à détourner de l'argent, et quand il s'en plaignait, elle utilisait sa grossesse et son postpartum comme excuse. Ses parents sont aussi intervenus pour lui faire la leçon sur la façon d'être un mari émotionnellement présent. Il s'est tu jusqu'à la naissance de son enfant, mais maintenant il n'en peut plus. Il vit déjà séparément et parle avec un avocat. Sa seule inquiétude est que son fils ne grandisse pas dans une famille normale. Je ne lui ai pas dit quoi faire, c'est un homme adulte, capable de prendre ses propres décisions. Parfois je me demande comment Andy et Suzanne peuvent être aussi égoïstes, au point d'être prêts à ruiner les mariages de leurs filles pour leur propre intérêt. Ils en ont déjà détruit 1 et demi, bientôt 2. Pour l'instant, Dan continue de les entretenir, mais je ne pense pas que ça dure encore longtemps. Mise à jour 3. Mike n'est finalement pas allé jusqu'au divorce. Jazz est intervenu juste à temps et a ouvert les yeux de Hannah. Elle lui a montré le vrai visage de leurs parents. Après le désastre de mon mariage, Andy et Suzanne ont recueilli Jazz chez eux et l'ont apparemment manipulé contre moi. Elle était blessée parce que j'avais humilié ses parents devant tout le monde. Oui, la question financière est un point sensible pour eux, et mon discours a mis la vérité en lumière, non seulement pour Mike, mais aussi pour d'autres membres de la famille. Andy et Suzanne ont pleuré et se sont lamentés pendant des jours parce que, selon eux, ils avaient été terriblement humiliés juste pour avoir pris de petits prêts auprès de leurs filles. Ils disaient des choses comme « Nous avons élevé nos filles, nous avons tout sacrifié pour elles pendant 3 décennies, et maintenant que nous traversons des difficultés financières, ne pouvons-nous pas espérer que nos enfants nous aident un moment? Est-ce si mal que maintenant on nous pointe du doigt et qu'on nous humilie en public ?» Ma réponse est oui, mais je ne pense pas qu'ils s'en soucient. Cette manipulation émotionnelle a fonctionné, et Jazz m'a ghosté, ce qui a finalement conduit à notre divorce. Cependant, peu de temps après, elle a compris le jeu lorsque ses parents lui ont demandé de payer un loyer pour vivre chez eux. Elle a rapidement emménagé chez une amie, avant de prendre son propre logement. Sa mère lui rappelait constamment de ne pas répéter ses erreurs et de trouver cette fois quelqu'un de convenable. Et par convenable, elle voulait dire quelqu'un de riche, quelqu'un qui pourrait devenir leur prochaine tirelire. Jazz en a eu marre et a coupé tout contact avec elle. Apparemment, elle a avoué à Hannah et Mike qu'elle voulait me recontacter pour s'excuser, mais qu'elle se sentait trop honteuse et savait que je ne céderais pas, alors elle a préféré rester silencieuse et hors de l'équation. Pour l'instant, Jazz et Hannah ont cessé de soutenir financièrement Andy et Suzanne. Mike et Hannah prévoient de déménager dans un autre état pour s'éloigner de toute cette toxicité. Même en sachant tout cela, je n'ai aucune intention de me remettre avec Jazz, car ses remords ne peuvent pas effacer les dégâts que ses parents, et elle, m'ont causés. Nous sommes mieux séparés. Voilà tout pour le moment. Si quelque chose de nouveau survient à ce sujet, et j'espère que non, je laisserai une mise à jour. Mise à jour 4. J'ai une longue mise à jour. Peut-être pas en nombre de mots, je le saurai en terminant d'écrire, mais certainement en termes d'événements concernant presque tout le monde. Je vais essayer de mettre ça dans l'ordre d'importance, car certaines nouvelles sont plus pertinentes que d'autres. Par exemple, Mike et Hannah ont déménagé dans une autre partie du pays, et ce n'est pas aussi important que d'autres choses que je vais mentionner. Je garde encore le contact avec Mike, et il me dit que s'éloigner de ses beaux-parents a ouvert une toute nouvelle porte pour leur mariage. C'est comme si être piégé dans le champ gravitationnel de mes ex-beaux-parents créait une sorte d'effet magnétique. Maintenant, ils ont une relation normale, faite d'amour et de respect. Du moins, c'est ce que Mike me raconte. Je ne suis pas là pour vérifier, donc tant qu'il est heureux, je suis heureux pour lui. Moi aussi j'ai des raisons d'être heureux, car mon entreprise est au meilleur de sa forme. Dans les commentaires, tout comme de la part de mes ex-beaux-parents, on se moquait de moi pour avoir quitté un emploi bien payé afin de me consacrer à l'animation. Peut-être qu'il faut des détails pour te convaincre, ou peut-être que tu préfères rester dans ta bulle. Quand je parlais des entertainment, je n'ai jamais voulu dire les fêtes pour enfants, gonfler des ballons, me déguiser en clown et facturer $20 de l'heure. Je ne veux pas donner de détails qui pourraient m'identifier, mais si tes clients sont des rappeurs ou des sportifs célèbres qui organisent des soirées et ont besoin d'un animateur,
Les cachets par soirée peuvent être de 10 000 ou 15 000 $. Avec seulement quelques soirées par mois, les revenus sont excellents. Ajoute à cela mon cours payant, où j'enseigne ce métier. On peut gagner 40 000 ou 50 000 $ par mois, et avec cet argent, on peut prendre sa retraite en quelques années. Mais si tu penses encore que quitter mon job en finance, qui me payait 65 000 $ par an, était une mauvaise idée, grand bien te fasse. Et non, je ne gagnais pas autant d'argent à l'époque où j'étais sur le point de me marier, mais je ne m'en sortais pas mal non plus. Mes ex-beaux-parents, eux, ne voyaient pas le potentiel. Ils croyaient seulement qu'un job de bureau classique était ce qui allait leur profiter. Bref, le monde est plein de gens qui manquent de vision. Je reparlerai probablement de ça plus tard, quand j'aborderai certaines choses à propos des beaux-frères de Jazz et de mes ex-beaux-parents. Yas m'a finalement parlé. Je suppose qu'elle a trouvé le courage de s'excuser. On a discuté un moment puis elle s'est excusée pour tout. J'ai accepté ses excuses. Je n'ai aucune rancune contre elle, donc je n'allais pas être mesquin et lui dire que je ne lui pardonnais pas juste pour lui faire du mal. Ma vie est beaucoup trop heureuse aujourd'hui pour que je m'énerve pour des petites choses. Après s'être excusée, elle m'a juste fixé, comme si elle attendait quelque chose de plus. Je ne savais pas quoi, donc je l'ai regardée aussi. Attendait-elle un baiser ou quelque chose du genre? Je ne sais pas, mais d'après ce qu'elle a dit ensuite, je pense qu'elle croyait que mon pardon était la première étape vers une réconciliation. J'ai dû l'arrêter assez vite quand elle a commencé à parler de « nous », car je n'ai aucune raison de revenir en arrière. Nous avons une autre chance et elle l'a gâchée. Maintenant, je fréquente quelqu'un, et il n'y a aucun beau-parent à l'horizon car ils sont déjà décédés. Je ne dis pas que je suis content qu'ils soient morts, mais leur absence simplifie les choses. D'après ce que ma nouvelle petite amie me raconte, ils semblaient être de bonnes personnes. Ce qui nous ramène aux beaux-parents qui, eux, ne l'étaient pas, mes anciens. Dan a été licencié de son travail il y a quelques mois. Rien d'inhabituel, juste une restructuration, ce genre de choses. Ça arrive quand tu travailles pour quelqu'un, le jour où ils n'ont plus besoin de toi, ils peuvent te virer. Cela prouve simplement qu'avoir un emploi, conventionnel, n'est pas une garantie de sécurité. Et ça n'a pas été une garantie pour son mariage non plus, lorsque mes ex-beaux-parents ont commencé à le presser de retrouver un emploi et de recommencer à les soutenir financièrement. Ils avaient déjà perdu 2 sources de revenus, une troisième fut dévastatrice. Je crois que ça devient plus long que prévu, donc je vais simplement dire que Dan a demandé le divorce à sa femme, et voilà. Ensuite, Dan est venu un jour chez moi et m'a demandé s'il pouvait utiliser mon camping-car pour y dormir, mais je lui ai dit non, parce que je n'en ai jamais eu. Oui, j'aime cette histoire, tout comme celle de ma mère, c'est toujours celle qui me fait le plus rire. C'est pourquoi je savais que lorsque j'ai changé les vrais noms, je devais utiliser celui-là. Mais non, il ne m'a jamais demandé d'utiliser mon camping-car, celui où j'aurais soi-disant dormi quand mes beaux-parents m'avaient mis à la porte du mariage. Parce que je n'ai jamais eu de camping-car, je n'ai jamais été mis à la porte du mariage, et je n'ai jamais été sans endroit où dormir. Juste une petite blague. Plus sérieusement, mon ex-beau-père cherche du travail. Je ne sais pas quel genre, mais il doit travailler maintenant qu'il ne peut plus exploiter ses filles. Il lui reste encore une carte, la fille récemment divorcée. Mais espérons qu'elle ait retenu la leçon des 2 autres, et que lorsqu'elle se mariera, ce ne sera pas pour l'argent. Et voilà. Pour moi, tout ça paraît déjà très lointain, sachant que j'ai commencé à écrire là-dessus il y a environ 3 ans. Je ne regrette pas, parce que ça a été amusant jusqu'à un certain point, ou du moins les dernières mises à jour l'ont été. J'espère que j'aurai encore quelque chose à raconter dans le futur, mais si ce n'est pas le cas, ça aura été un bon voyage, tu ne trouves pas?